Il a lancé deux pétitions afin que la paix revienne à l'est de la RDC. L'une concerne l'élévation des murs de sécurité devant séparer la frontière de la RDC et celle du Rwanda. La seconde pétition va tabler où elle plaide plutôt de la réintégration des ex-phases au FRDC. On en parle dans cette émission. Grande analyse, mesdames et messieurs, avec l'invité qui est dans nos murs. Il s'agit très bien de Maître Michel Lomena Okongo, président national du parti politique proche du pouvoir Unité des Valeurs, avec qui nous allons nous entretenir pendant quelques minutes. Mais je rappelle aussi que cette émission sera co-animée avec un confrère maison, Désiré Wembolo, à qui je dis bienvenue Désiré. Merci. Président Michel, bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Bonne année. Bonne année également à vous. Ça fait un bail, hein? Oui, ça fait plaisir de vous retrouver et surtout de commencer l'année ici chez vous. Merci pour cet honneur. Très bien. Première question, vous avez lancé deux pétitions. Vous plaidez pour qu'un mur de sécurité soit, je vais dire, construit ou élevé au niveau de la frontière de la RDC et c'est du Rwanda. Pourquoi cette façon de voir les choses? Merci, merci. D'abord, permettez-moi de m'acquitter des trois devoirs. D'abord, le premier, c'est de présenter mes vœux à l'ensemble du peuple congolais. Le deuxième, c'est d'adresser toutes mes félicitations à notre armée qui est aujourd'hui aux prises avec les rebelles et aux prises avec des éléments qui perturbent la paix et la quiétude à l'est de notre pays. Et puis, le troisième et le dernier, c'est d'exprimer mon attachement à la partie est de notre pays, d'exprimer également toute mon affliction par rapport à ce qui se passe à l'est et de présenter mes condoléances à toutes les victimes de la barbarie à l'est de notre pays. Donc, s'agissant de votre question, je dis pourquoi d'abord les deux pétitions? La première, toutes les deux sont d'une importance capitale. La première, c'est la pétition qui consiste à l'érection d'un mur de sécurité à la frontière entre la RDC, notre pays, et le Rwanda. Pourquoi ce mur de sécurité? Ce n'est pas un mur de séparation, mais un mur de sécurité. Parce que nous avons tout essayé. Nous avons essayé de dialoguer. Nous avons même signé des accords de non-agression et à un moment donné, la RDC a été même amenée à prendre les armes. C'est le cas aujourd'hui. Mais la paix ne revient pas. C'est pourquoi je me suis dit, la seule possibilité, la seule issue, la seule garantie, c'est le mur. Parce qu'il en existe entre les États-Unis et le Mexique. C'est là où vous êtes inspiré. Oui, aussi, oui, il en existe également entre Israël et la Palestine. Donc, voilà la première pétition. La deuxième, ça consiste à faire revenir la réintégration des ex-phases. Voilà, les meilleurs d'entre nous qui sont à l'extérieur, on sait pourquoi ils sont partis. Il y a eu chasse à l'homme lorsque l'AFDEL est arrivé au pouvoir. Et puis, d'autres sont partis, d'autres ont été tués, d'autres sont... Mais avec l'alternance pacifique au sommet de l'État, ils peuvent déjà rentrer, la porte est grandement ouverte. Oui, vous savez, leur retour, ça ne se passe pas de cette manière-là, parce que ce sont quand même les gens qui ont été dans un métier. Il y a une procédure à suivre, Il y a une procédure à suivre, parce qu'ils doivent... Ce sont des gens qui ont des mécanos. Ils doivent signaler leur présence, leur intention, et puis aussitôt arriver, il ne faut pas les laisser dans la rue, il faut qu'ils intègrent notre armée, et ce sera un plus pour le FRDC. Donc voilà pourquoi nous avons initié, quand j'ai dit nous, c'est avec l'épée, parce que nous avons associé notre peuple parce que nous avons entendu les cris des Congolais. Et puis, nous n'avons fait que formaliser cette volonté. Et voilà, là où nous en sommes. Est-ce que vous avez saisi les parlementaires? Parce que la question, elle est aussi parlementaire. Nous avons fait recours à la Constitution parce que l'article 27 de notre Constitution nous en autorise. Ça autorise à tous les Congolais de faire une pétition lorsqu'il y a une question sensible qu'il faut soumettre à l'autorité compétente. Nous avons souhaité, parce que c'est tellement sensible, nous avons souhaité toucher directement les chefs de l'État. C'est ce qui va se passer. Donc nous attendons à ce qu'un rendez-vous soit agendé pour que nous puissions aller remettre
toutes les signatures qui ont été recueillies. Mais puisque les chefs de l'État, cela reviendra au chef de l'État de faire diligence. Donc à notre niveau, nous avons souhaité toucher le commandant suprême, donc le garant de la nation qui est le chef de l'État. Je cite Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Très bien. Dans une de vos correspondances, vous avez dit, depuis que Félix Antoine Tshisekedi a accédé au pouvoir, jusqu'à ce jour, la situation va de mal en pire. Vous voulez dire quoi par là? Oui, je crois que vous vous êtes intéressé seulement à une partie. Oui, il y a eu beaucoup d'énumération des dates. Oui, alors j'ai fait en tant que politique. Parce que vous savez, la politique, c'est un engagement. On vient en politique, on s'engage pour servir la République. Et à chaque moment, il faut s'arrêter, il faut évaluer. En évaluant la situation de notre pays, j'ai essayé de comprendre, mais aussi d'informer les Congolais. J'ai dit aux Congolais que les mêmes régimes, parce que j'ai épargné les Congolais de pouvoir survoler l'histoire de notre pays depuis 1960 jusqu'à 1965. J'ai pris seulement depuis l'arrivée de Mobutu au pouvoir en 1965, parce que les peuples aussi à cette époque-là avaient soif de changement. Figurez-vous, nous avons eu des rébellions, des sécessions entre 60 et 65, mais tout le monde avait soif de changement. Et lorsque Mobutu est arrivé au pouvoir, nous nous sommes dit, enfin, le changement est là. Et nous connaissons la suite, on a cheminé, ça a failli mordre, mais ça n'a pas marché. Et puis tout d'un coup, Mobutu est tombé trop bas. Et l'AFTEL est venu avec un autre langage pour dire que moi, je viens faire mieux que Mobutu. C'est ce qui a fait que les peuples congolais puissent l'applaudir. Mais malheureusement, ça n'a jamais été le cas. Donc 32 ans durant Mobutu, ces résultats sont à désirer. Vous voyez, les choses devaient être segmentées. Malheureusement, c'est la continuité. Parce que nous avons un nouveau régime depuis le 24 janvier de l'année passée. Bientôt, ça fera une année. Mais malheureusement, nous sommes dans une coalition. Et il y a eu un accord FCC-CACH. Donc, le peuple congolais ne connaît pas la teneur. Malheureusement, le méfait de ces accords... Ils ont fait déjà la communication pour dire que c'est pour l'intérêt du peuple qui sont en coalition. Oui, ça c'est une façon de dire, mais les peuples... Vous savez, moi je suis avec les peuples, je suis à Massina, notre siège est à Massina. Nous vivons avec les peuples, nous vivons les mêmes réalités avec ce que vous considérez ici comme étant des petits peuples. Donc les peuples ne se retrouvent plus, ne se retrouvent pas. Parce que le social de notre peuple est dans un état catastrophique. Or, le vrai combat devait commencer par là. Parce qu'il faut placer l'homme congolais au centre de tout intérêt. Parce que c'est l'homme qui est le moteur du développement. Donc, vous voyez, je ne sais pas si on est tenté de jouer avec les mots. Il faut être réaliste. On ne construit pas un pays avec du faux. Dans un an, Félix Tshisekedi devrait répondre à tous ces besoins liés à la communauté congolaise. Je ne pense pas que nous puissions ramener le mandat du chef de l'État de 5 à 1 an. Il a un mandat de 5 ans, 5 quinquennats. Nous voulons qu'il puisse être clair, qu'il nous dise ce qu'il doit faire. En 2000, nous avons déjà eu l'an 1 qui est en train de s'achever. L'an 2, ce sera quoi? L'an 3, l'an 4, l'an 5. C'est ce que nous attendons. Mais aussi, je l'ai toujours dit, l'alliance FCC-CACH, c'est un cocktail mortel. Il faut que les chefs de l'État prennent le courage de rompre avec les FCC, donc de rompre avec la Kabylie qui est un système... C'est ça votre souhait? Oui, mais mon souhait est également celui des milliers de Congolais, des millions de Congolais. Alors, si, sur la même note, je prends Désiré Wemboloa. Vous avez 5 minutes pour questionner Maître Michel Lomena. Bonjour, M. Vous parlez de la coalition, je prends cet aspect de la coalition. Comment vous trouvez cette coalition? Est-ce que ça aboutira jusqu'à 5 ans? Je vais dire une chose d'abord. En 2018, donc le 30 décembre 2018, les peuples congolais ont été appelés au vote. Il y a eu un vote sanction, ce qui traduit le fait que le FCC a été vomi par la population congolaise, donc par notre peuple. Mais lorsque vous me posez cette question, voyez seulement ce qui se passe. Nous sommes à l'an 1.
Vous voyez la cacophonie qu'il y a autour de la gestion de la République aujourd'hui. Parce que les FCC, derrière tout mouvement, vous avez par exemple les animateurs des provinces qui ne sont pas en harmonie avec la haute hiérarchie. Lorsque vous avez par exemple les ministres de l'Intérieur qui se déplacent à l'intérieur de notre pays, vous avez certaines autorités qui ne viennent pas à sa rencontre. Donc il y a pas mal de choses qui attestent que cette alliance est vouée, exactement, est vouée à l'échec. Alors moi je ne pense pas qu'en accédant au pouvoir, d'abord en battant campagne auprès de la population et en accédant au pouvoir, les chefs de l'État aient voulu tout simplement échouer. Non. Ça veut dire qu'ils avancent, selon vous, ils avancent dans un accord de contre-nature. Ça veut dire que moi je ne t'aime pas, toi non plus tu ne m'aimes pas, mais nous sommes imposés de marcher ensemble. Je ne saurais pas vous dire tout ça parce que je ne connais pas les sous-bassements. Vous voyez, il y a certaines choses que nous ignorons. Alors on va prendre le dossier de l'université de Kinshasa. Oui. Vous avez suivi le dossier de l'université de Kinshasa. Oui. Les étudiants ont marché contre les frais académiques revus à la hausse par le gouvernement en place. Mais il y a eu des marches que même les policiers se sont retrouvés blessés. Qu'est-ce que vous en dites? À ma connaissance, il y a eu même mort d'homme. Ce dont je déplore. J'adresse mes condoléances à la police, à notre police, à la police nationale congolaise. Okay. Je sais que la police fait un travail formidable et je suis de tout cœur avec elle. Mais encore une fois, vous savez que les métiers de la police, les policiers sont des exécutants. Ils sont au service des autorités politiques. Maintenant, cette histoire des Minerval qui ont été revus en hausse, j'aimerais comprendre. Lorsque vous avez les autorités académiques qui disent que l'année passée, nous avons travaillé dans les déficits. Donc cette année-ci, il faut majorer les frais académiques. Alors je me dis, mais il y a un problème. Il y a un sérieux problème. L'année passée, nous avions eu un budget de 4 milliards. Personne ne saura vous dire les taux d'accomplissement, mais on avait 4 milliards. Maintenant, je ne sais pas quel est le taux qui est affecté à l'enseignement. C'est peut-être 3%, je n'en sais rien. Si tel est le cas, nous avons travaillé avec 4 milliards, c'est normal qu'il y ait eu un déficit. Mais à partir du moment où nous sommes à 11 milliards, si vous êtes à 3% du budget national qui vous est alloué, ça veut dire qu'automatiquement, vous aurez un surplus de plus de 200%. En ce moment-là, personne ne peut imaginer le fait que vous puissiez brandir les tableaux de l'année passée pour justifier la hausse des frais académiques. Mais il y a une raison poussée par le ministre. Il a dit que l'enseignement doit être réformé. Voilà pourquoi on a haussé les frais académiques pour avoir un enseignement de qualité. Tout est budgétisé. Vous savez, tout est budgétisé. À partir du moment où nous avons revu en hausse notre budget national, qui est parti de 4 à 11 milliards, les restes doivent suivre. Donc, ça veut dire que vous dites que le gouvernement a tort de revoir à la hausse? Non, c'est incompréhensible. J'ai dit tout simplement c'est incompréhensible. C'est pourquoi j'ai rejoint les étudiants, parce que moi je suis passé par là, je suis un ancien de l'INIKIN, années 80-81. Okay. Nous avons aussi connu des moments difficiles. On a connu je dois rappeler que vous avez un diplôme de licence obtenu à l'université Marianne Ngouabi de Brazzaville. Et si je suis parti, c'est à cause de ce genre de comportements que je suis allé ailleurs. Alors, concernant ces problèmes, rien ne justifie la hausse des frais académiques. Du moment que notre budget national est passé de 4 à 11 milliards, parce que tout est budgétisé. Le secteur de l'éducation est marge du budget national. Donc, vous voyez que c'est incompréhensible. Je ne dis pas que les autorités académiques ont tort
ou que le gouvernement a tort, mais c'est incompréhensible. Voilà, tout simplement. Le chef de l'État a reçu la délégation des représentants des étudiants le samedi. Vous imaginez quel message entre les deux partenaires? Il a appelé à l'apaisement, d'abord. Et je pense que c'est un langage des responsables, c'est un langage des chefs de l'État, les pères de la nation. Mais après, il faudrait que certains puissent se rendre compte. Quand je parle certains, c'est que les politiques, comment en sommes-nous arrivés là? Je vais le démontrer. Je crois que les étudiants ont raison de revendiquer. Je crois. Et pour finir, je crois qu'on doit revenir à... Ils ont raison de revendiquer, mais le ministre aussi avait raison de fermer les hommes parce que les conditions infrahumaines ont été détectées sur place. Non, vous savez que lorsqu'on a une responsabilité, il faut savoir l'exercer. Il y a eu un moment de compréhension, d'affrontement suivi de morts d'hommes. Donc tout responsable politique est amené dans les cas de figure de prendre ses responsabilités. Ça, c'est une paire de manches, mais à condition que ça ne dure pas, parce qu'il faut permettre aux étudiants de pouvoir poursuivre leur cursus. Et tout ce que je souhaite, tout ce que je demande aux autorités, c'est de faire en sorte que ces étudiants puissent reprendre le cursus textuel, parce que qui a mis le fait. Non, non, il faut tout simplement annuler toutes les dispositions que le gouvernement y a à prendre concernant la hausse de ces frais académiques. Très bien. Voilà. Nous continuons toujours dans cette émission, grande analyse. Nous allons évoquer tantôt l'avenir de la RDC, mais aussi de la coalition FCC Cash. Mais pour ce faire, je voudrais un peu faire un petit pas en arrière. Vous avez fustigé dans des déclarations, parce que vous en avez fait toute une panoplie, que l'hospitalité légendaire de la RDC en date de 1959 et 1994, d'avoir accepté à accueillir sur le sol congolais les réfugiés congolais, nous ont amené beaucoup de méfaits. Oui, vous savez, on ne se décrète pas congolais. Nous avons la chance d'être nés congolais. C'est une grande opportunité. Nous appartenons à un pays magnifique. Et nous sommes la gâchette de ces revolvers de France Fanon. Nous en sommes fiers, peu importe ce qui se dit. Nous avons accueilli non seulement les Rwandais, nous avons accueilli d'autres nationalités, les Tchadiens, les Angolais. Presque toute l'Afrique est venue chez nous. Nous étions, donc le Congo était le fer de lance de tout ce qui réclamait un changement en Afrique. Mais malheureusement, ce qui nous pose le plus de problèmes, ce sont nos frères rwandais. Parce qu'ils ont à la tête un Hitler africain qui s'appelle Paul Kagame. Ah, vous l'appelez Hitler africain? Qui a des visions, oui, parce que vous savez, les surnoms, les surnoms comme tels sont assis sur quelque chose. Quand on voit la politique expansionniste de Hitler en Europe, c'est la même que Kagame est en train d'appliquer aujourd'hui, parce que Kagame veut le Congo, Brazzaville, donc la République du Congo. Il ne l'a jamais dit. Mais je vous dis, parce que nous sommes dans les coulisses, on sait comment les choses se passent. Je suis un politique. Vous êtes dans les secrets du roi. Je n'ai pas dit ça. Nous sommes les politiques. On apprend beaucoup, et puis il faut faire des recherches. C'est ça. Alors, aujourd'hui, vous avez des gens que nous avons accueillis comme étant des réfugiés, que nous avons assigné un espace, c'est à la commune de la colline de Moulengue, donc dans l'espace là. On a dit, vous êtes des réfugiés. C'est-à-dire, ils étaient régis par un statut de réfugiés, reconnu par les Nations Unies. Et à un moment donné... Nous l'avons fait aussi selon la charte des droits de l'homme, des Nations Unies. Exactement. Alors, la suite, c'est quoi? À un moment donné, ils se sont autoproclamés congolais. Nous sommes des Banyamulenge. Et chez nous, la tribu Banyamulenge n'existe pas. Si vous êtes Moulouba ou Balouba, en ce moment-là, on vous appelle, vous êtes des Balouba, vous appartenez à un tribu.
les Banyamulenge chez nous n'existent pas. Ça, tout le monde le sait. C'est une provocation, c'est un habit de notre, vous l'avez dit tout à l'heure, notre hospitalité légendaire. Parce que les Congolais, c'est un peuple accueillant. Les Banyamulenge ne sont pas les Congolais, ce sont des Rwandais, selon vous. Ce sont des Rwandais, ce n'est pas selon moi. Selon la réalité et selon l'histoire. Maintenant, nous avons cette nationalité congolaise par acquisition. Bien entendu. Oui, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Je ne vais pas revenir sur ça parce qu'à un moment donné, au temps de Mobutu, du temps de Mobutu, oui, du temps de Mobutu, il y a eu un octroi collectif de la nationalité. Après, la démarche qu'ils ont y a fait, parce qu'ils ont toujours fait de cette partie-là une république annexée ou bien une partie de la république annexée au Rwanda. Donc ces visées-là sont toujours restées le même. Et c'est là où nous nous sommes insurgés pour dire que vous devez reprendre votre statut initial. Vous êtes des réfugiés chez nous, donc en aucun cas, vous ne devez pas être considérés comme étant des Congolais. Mais nous avons des Belges qui sont devenus. Si vous voulez devenir Congolais, il y a un schéma. La Constitution, la loi propose un mécanisme. Vous voyez, ça, on n'interdit pas à un Rwandais de devenir Congolais. Mais il faut qu'il suive la procédure normale. Vous prenez des armes, vous tuez nos frères, nos compatriotes par millions. Et vous prenez une population rwandaise, vous la transplantez sur notre sol. Ça, on a dit que ça ne passera jamais. Voilà le problème. Voilà le problème. Mais vous ne voyez pas qu'apparemment vous êtes un prophète de la guerre, un seigneur de la guerre. Vous voulez la réintégration des ex-phases au FARDC. C'est pour pallier à ce dont vous dites qu'ils ont acquis la nationalité congolaise abusivement. Non, non, non. Ne me faites pas dire des choses que je... Et pourquoi les phases, les ex-phases? Ne me faites pas dire les choses que je n'ai pas dit. D'abord, je suis un pacifiste. La personne qui vous parle, lorsque je suis allé remplacer André Kissassou au Soudan, vous voyez, j'avais dirigé un mouvement politico-militaire. J'avais 3 fonds. Le fonds de l'Ouganda avec le général Makondo, le fonds de Djouba avec le général Laurent Massende, et j'ai géré aussi le fonds où était Laurent Désiré Kabila. Si j'étais pour la guerre, lorsque Saddam Hussein m'avait envoyé une délégation pour me dire que tout l'armement qu'on avait au Koweït, je vous le donne parce que Mobutu nous a rendu de mauvais services. Mobutu n'attend que, ne comprend que le langage des armes. Aller prendre la tête d'une rébellion, aller renverser Mobutu, j'allais le faire. Je ne l'ai pas fait. Je suis un pacifiste. Alors, je vais vous dire ceci. Si je n'étais pas pacifiste, je n'allais pas réclamer l'érection d'un mur. Je n'allais pas m'associer au peuple congolais pour réclamer l'érection d'un mur de sécurité. C'est pour que nous nous séparions du Rwanda définitivement. Non, soyons justes avec les mots, ne mélangeons surtout pas les pédales. Il ne s'agit pas d'un mur de séparation. Un mur de sécurité. Un mur de sécurité. Il y aura pour objectif? Oui, de sécuriser la partie Est, par ricochet, de sécuriser notre pays. Mais un mur sépare aussi, non? Non, écoutez, les murs, il y a des murs qui sont faits pour séparer. Mais il y a aussi des murs qui sont faits pour sécuriser. Quelle est la différence? Mais la différence, c'est que l'objectif qu'on assigne à ces murs-là, parce que nous allons continuer à recevoir les gens. C'est tout de même un mur. Oui, mais le mur reste un mur qui a une vocation. La nôtre a une vocation, ce n'est pas comme les murs de Berlin. Ça, c'était un mur de séparation. Mais chez nous, c'est un mur de sécurité. Ça veut dire que nous allons commencer à recevoir les gens qui seront de l'autre côté. Mais au moins, l'entrée sur le sol congolais sera sécurisée et puis ordonnée, contrôlée. Et estimez-vous que ça sera une bonne solution pour que la paix soit rétablie définitivement à l'est de la République? Mais donnez-moi une si vous en avez. Parce que nous avons essayé avec le dialogue. Ça n'a pas marché. Nous avons essayé avec les accords. Il y a eu des accords qui ont été violés. Combien des accords? Laissons parler de faire la guerre. Pardon? De faire la guerre au Rwandais, annexer le Rwanda à la RDC. Non, mais vous ne Ce sont des hypothèses. Non, vous ne pensez pas que nous sommes déjà en guerre? Vous ne pensez pas que les Congolais... Une guerre des nerfs, peut-être? Non, 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 non. Nous avons nos forces armées qui sont en train de pourchasser les troupes rwandaises déguisées. Mais c'est quoi? Il les faut avec quoi? Avec des cailloux? Mais c'est déjà la guerre.
C'est une mobilisation armée qui est là-bas. Malheureusement, que nous sommes en train également de perdre certains de nos compatriotes. Mais aussi, ce qui compte, c'est la victoire que nous sommes en train d'engager. C'est pour vous dire que nous sommes déjà en guerre. Mais ça fait longtemps que nous sommes en guerre. Tout simplement parce que les pompiers, les pyromanes, qui est ici, c'est celui, pendant des années, c'était les mêmes qui faisaient à la fois les pyromanes et les pompiers. Qui alimente cette guerre, s'il y en a une, à l'est de la République? Vous parlez de quel côté? De l'autre côté? Les Kivusiens, vous prenez Goma. Entre le Rwanda non, non. et le Congo. Vous voyez, la pièce maîtresse, c'est Kagame. C'est Kagame qui est à la base des affrontements que nous avons aujourd'hui. Vous connaissez l'histoire des CNDP, des M23, tout cela. Malheureusement, avec la complicité de certains d'entre nous ici, maintenant ça gère. Laisse au service de sécurité de pouvoir désigner lesquels étaient contre lui. Kagame ne serait-il pas un arbre qui cacherait une forêt? Ça en a l'air, mais l'homme est tellement ambitieux, il veut ravaler le Congo, même si c'était l'arbre, mais lui-même constitue à la fois l'arbre et la forêt. Et Désiré Molo a une question. Alors, Kagame, jusqu'aujourd'hui, n'a jamais, je vais parler d'ailleurs du gouvernement rwandais, n'avait jamais annoncé officiellement que nous sommes en guerre avec la RDC. Mais les politiques congolais ont tendance à doiter ou à indexer le Rwanda. Pourquoi? Parce que jusqu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu une déclaration officielle de la part du gouvernement rwandais. Qu'est-ce que vous entendez par une déclaration officielle? Ça veut dire que le gouvernement se prononce que nous sommes en guerre contre la RDC. Souvenez-vous d'un documentaire qui avait fait parler presque tous les acteurs impliqués dans les conflits dans notre pays, où Kagame avait dit que lorsqu'il exposait, il dit c'était vraiment la guerre, on voulait agresser la RDC, mais il fallait trouver des pions. Il a dit comme ça. Ah bon? Mais c'est une déclaration de guerre. Vous pensez que la déclaration de guerre, mais elle peut être faite sous plusieurs formes. Nous ne sommes pas sourds et les choses étant visibles, je dis bien visibles, il nous a déclaré la guerre. On peut déclarer verbalement la guerre, tout comme on peut déclarer par des actions, par des actes. Donc, si vous attendez à ce que les Rwandais puissent faire une déclaration officielle, verbale, mais voyez plutôt ce qui se passe là-bas. Faire des incursions dans notre pays. Et vous avez entendu lorsque Mouzito a parlé, vous avez entendu la suite. Le gouvernement rwandais déclare que ce sont des troupes, d'ailleurs, qui sont contre le gouvernement rwandais. C'est un long débat. Ça veut dire que... Un très long débat. Nous sommes presque à la fin de l'émission. Presque, déjà. On n'a pas parlé de l'avenir du Congo. Oui, voilà pourquoi je vous donne la parole. Vous avez dit que Félix Tshisekedi n'est pas égal à Étienne Tshisekedi. Non, ne sortez pas mes propos de leur contexte. Vous savez, quand les gens... Je sais de quoi je parle. J'ai fait 25 ans dans l'IDPS et j'étais très proche de la famille. 25 ans. J'ai eu ces privilèges-là. Vous n'êtes pas au gouvernement. 25 ans l'IDPS. Un combat noble. Vous savez, on est un acteur politique d'abord pour servir. Vous voyez? Donc, j'ai essayé de servir tout en gardant ma loyauté. Je vais répondre à votre question. Quand j'ai dit que Félix n'est pas Étienne Tshisekedi, mais c'est vrai, c'est deux personnages différents. Mais les gens ont tendance à penser que que Félix doit exactement agir comme si c'était Étienne Tshisekedi. Sous le plan idéologique de l'UDPS. Non, l'UDPS a une vision. Cette vision est restée la même même après le décès que je regrette d'Étienne Tshisekedi. Mais il y a un problème de personnalité, il y a un problème d'approche politique. Je ne pense pas qu'en son temps, Étienne Tshisekedi allait accepter qu'il y ait cette coalition FCC-Cash. Vous voyez, parce que moi j'étais dans cette machine-là, je sais de quoi. Mais encore une fois, le chef de l'État a des raisons que nous ne connaissons pas. Vous voyez? Mais c'est la finalité qui compte aujourd'hui.
lorsque certaines de ces décisions importantes sont contestées, ils nomment les gens à la SNCC, ils nomment les gens à la GECAMINE, et la suite n'est pas assurée, et ça pose un problème. Vous voyez, il y a des tas de choses que les Congolais voient et ne comprennent. Vous pensez qu'il n'est pas autoritaire? Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Vous savez, nous sortons d'une même école avec les présidents, les chefs de l'État actuels. Nous sortons d'une même école. Je ne dirai jamais qu'il n'est pas ce que vous dites là. Donc, lui, il a certainement maîtrisé tout ce que nous avons appris là-bas. Mais le fait que vous dites que des ordonnances signées par le président de la République sont freinées au niveau du ministère de ce n'est pas de sa faute. Il est en train de subir la mauvaise foi de la Kabylie, je le répète, et on n'en finira pas. C'est pourquoi je lui demande de trouver un autre concept politique pour s'en séparer. Parce qu'il a le peuple qui est derrière lui. Vous savez, moi je ne suis pas de l'opposition à partir du moment où c'est l'opposition qui a gagné. J'ai démontré. Les deux premiers qui étaient en tête de liste émanent de l'opposition. Mais je ne suis pas au pouvoir. Tout ce que je mène, ce sont des actions républicaines. Parce que je suis aux côtés de notre peuple. J'écoute ce que veut le peuple. J'entends les cris de notre peuple. Et j'essaie de relayer cela. Et c'est ça le travail que je fais aujourd'hui. Et puis, quels sont les facteurs chances que vous donnez à la coalition FCCK, si bien que vous prenez toujours la dislocation de cette coalition? Non, non. L'état de la Kabylie est révolu. Ça, les FCC doivent le comprendre. Les FCC doivent comprendre qu'il y a eu un temps où il avait la gestion de ces pays. Mais il a fait de ces pays ce qu'il voulait. Ça n'a pas marché. Il faut qu'il laisse les mains libres au chef de l'État. Il faut qu'il laisse les mains libres au chef de l'État qui puisse appliquer sa politique. Il a bâti campagne, il a fait des promesses. Et lui-même a fait 37 ans dans l'opposition. Hein? Vous pensez que ces mains sont liées? Oui, mais je vous dis, l'alliance FCCK ne donne pas au chef de l'État. Nous avons eu des exemples. Mais ça veut dire qu'il n'a pas de pouvoir. C'est tout à fait logique parce qu'il n'a pas la majorité écrasante dans des assemblées. C'est tout à fait logique qu'il n'ait pas toute cette grande parcelle. Oui, mais c'est un jeu de passe-passe qui fait que la Kabylie est aujourd'hui cette majorité. Un jeu de passe-passe que vous avez inventé ou bien c'est ça les résultats des urnes pour ne pas tomber dans l'hypothèse de Martin Fayoulou? La Kabylie a faussé les choses. Il y a eu la volonté populaire qui a été détournée. C'est pourquoi vous avez aujourd'hui ces députés. Et regardez dans ce qui se passe. À force de mettre les pions, la Kabylie s'est retrouvée avec 531 députés. On ne sait que faire des 31 députés. Aujourd'hui, on nous dit qu'ils vont avoir les mêmes... ils ne vont pas siéger, mais ils vont avoir les mêmes droits avec d'autres députés. Mais c'est un seul temps pour la République parce que, vous savez, le rôle d'un député, c'est de légiférer et de contrôler l'action du gouvernement. Il est payé pour ça par conséquent. Mais si vous ne faites pas ça, si vous ne légiférez pas, si vous ne contrôlez pas le gouvernement, on vous paye pourquoi? Si vous acceptez ça, c'est une escroquerie à la fois pour la République et pour le peuple congolais. Maintenant, juste pour terminer, allez-y. Je vous dis ceci. Le mot de la fin, les grands mots de la fin. Oui, ne mélangeons pas les pédales. À l'image de l'histoire de Ésaü de la Bible et Jacob, nous avons un chef de l'État qui a prêté serment en conformité avec la constitution de notre pays. Peu importe ce qui s'est dit, nous notons que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, n'a jamais été impliqué au processus électoral. Donc, tout ce qui s'est passé en amont, et la gestion électorale, la publication n'a jamais été impliquée. Mais par contre, du point de vue constitutionnel, il a prêté le serment dans les normes constitutionnelles. Donc, du point de vue constitutionnel, c'est lui le chef de l'État. Mais par contre, les députés qui sont là, ces députés-là ont été cooptés par la Kabylie, par Kabila lui-même et la Kabylie. Mais vous voyez qu'ils n'ont pas de légitimité. C'est pourquoi moi, je ne vais même pas me référer à ces deux chambres
des représentants. Donc, nous sommes dans ça. Pour reconstruire, il faut faire juste, il faut faire bien. On ne peut pas construire un pays tout en trichant avec la vérité. Voilà ce que nous avons. C'est ça votre mot de la fin. Et nous vous disons merci d'avoir honoré notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci également à Désiré Wemboloa. Merci beaucoup. Je n'ai pas massacré votre nom. Merci. C'était un réel plaisir pour nous. Nous avons reçu Michel Okongo, président du parti politique Unité des Valeurs, un parti proche du pouvoir en place. Nous avons parlé des pétitions qu'il a initiées et puis de l'avenir de la coalition FCC Cash. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission et à très bientôt.